Elle m'a dit, si je veux passer la nuit dehors, je ne te dois aucune explication. J'ai répondu, alors moi non plus. Elle est rentrée à midi le lendemain. J'avais déménagé. Tout avait disparu. Juste un mot, parti pour une durée indéterminée. Aucune explication nécessaire. Le dernier fil a finalement rompu à 23h, c'est un jeudi soir. J'étais sur le canapé de notre appartement dans le 11e arrondissement de Paris, un livre ouvert mais non lu sur mes genoux. Le silence de l'appartement pesait comme un fardeau physique. L'horloge de la box internet tournait lentement. Elle avait dit qu'elle rentrerait vers 22h après un verre rapide avec l'équipe au travail. Sa clé n'a pas tourné dans la serrure. Mon message envoyé 1 heure plus tôt, et « Tout va bien, resté non lu ». Puis le bourdonnement de l'interphone a retenti. J'ai appuyé sur le bouton. Ouais. C'est moi. Laisse-moi monter. Sa voix était déjà tranchante, une énergie fragile crépitant à travers le haut-parleur. 2 minutes plus tard, la porte s'est ouverte à la volée. Elle ne revenait pas d'un simple pot d'après-travail. Elle ressemblait à une tempête à peine contenue. Une petite robe noire que je n'avais jamais vue. Des talons hauts qui en disaient long. Son maquillage plus prononcé, refait récemment. L'odeur de tabac et d'un parfum inconnu s'accrochait à sa veste, recouvrant les traces d'une soirée prolongée. « Salut » ai-je dit en gardant une voix posée. « Comment c'était ?»« Bien. » Ce mot fut comme une porte claquée au nez. Elle a jeté sa pochette sur le comptoir de la cuisine. Le bruit était trop fort dans le calme. Je l'ai regardé se verser un verre d'eau, ses mouvements saccadés. L'inquiétude dans laquelle j'avais mariné a commencé à se figer en quelque chose de plus froid, de plus clair. Tu avais dit 22h. Je me suis inquiété. Un soupir lourd d'une exaspération théâtrale. Ça s'est prolongé. Nous avons perdu la notion du temps. C'est qui nous, ai-je demandé. Capucine et Gaëtan du marketing. Elle s'est immobilisée, me tournant le dos. Juste quelques personnes. Tu ne les connais pas. Un nouveau frisson s'est installé dans mon estomac. Depuis des mois, c'était comme ça. Une galerie de personnes que je ne connaissais pas. Des projets vagues qui se concrétisaient à la dernière minute. Son téléphone, qui s'illuminait autrefois avec nos messages complices, était maintenant toujours face contre table, vibrant de notifications provenant de contacts enregistrés sous de simples émojis. J'avais essayé d'être compréhensif. Sa promotion au poste de chef de marque junior 6 mois plus tôt avait apporté un nouveau cercle social, plus dynamique, plus rapide, perpétuellement tourné vers l'image parfaite sur les réseaux. Je me disais que c'était une phase, l'excitation d'un nouvel environnement professionnel. J'avais été le point d'ancrage. Je préparais les repas qu'elle oubliait de prendre, je l'écoutais se défouler sur les intrigues de bureau, je m'occupais de la teinturerie, des factures et de l'entretien calme et banal de notre vie commune. J'étais ton port d'attache, m'avait-elle appelé un jour en m'embrassant le front. Le souvenir ressemblait à un artefact d'une autre époque. Écoute, ai-je dit en me levant. Le livre a glissé sur le sol. Je ne l'ai pas ramassé. C'est un soir de semaine. Tu es habillé pour sortir en soirée, pas pour un pot d'après-travail. Je ne suis pas naïf, Solène. Sois franche avec moi. Quel est le programme? Tu vas ressortir? Elle s'est alors retournée, et l'expression sur son visage n'était ni de la culpabilité ni du regret. C'était un agacement pur, comme si j'étais un obstacle à son plaisir. Pourquoi tout doit-il être un interrogatoire avec toi? Oui, Capucine et quelques autres vont au Rex. J'ai dit que je les rejoindrais. Maintenant? Il est plus de 23h. Et alors? Quoi? J'ai un couvre-feu. Elle a ri, un son bref et dur. Mon Dieu, tu es étouffant parfois. Le mot a atterri comme un coup. Étouffant? Pour avoir veillé et m'être inquiété? J'ai pris une lente inspiration, la clarté glaciale se propageant depuis mes entrailles. Je n'essaie pas de t'étouffer. J'aime juste savoir que tu es en sécurité. Je te préviendrai si j'allais passer toute la nuit dehors. Eh bien, peut-être que tu devrais te trouver une vie bien à toi et tu serais moins obsédé par la mienne, a-t-elle rétorqué, saisissant à nouveau sa pochette, vérifiant son reflet dans la porte du micro-ondes. C'était son refrain habituel. Trouve-toi une vie. Ma vie, depuis 3 ans, c'était nous. Mes amis étaient devenus les nôtres.
Mes passe-temps s'étaient adaptés à notre temps partagé. Je percevais cela comme la construction d'un avenir commun. Elle le présentait maintenant comme un échec personnel. Alors, tu vas au Rex, ai-je déclaré d'une voix neutre. Et tu rentreras quand? Elle a fait volte-face, les yeux foudroyants. Je ne sais pas. Quand ce sera fini? Quand j'en aurai envie. Elle a fait un pas vers moi, non par intimité mais par provocation. Écoute, soyons très clairs sur une chose. Je suis une femme adulte. Si je veux passer la nuit dehors, je ne te dois aucune explication. Ni à toi ni à personne. Ce n'est pas un accord de garde. Je ne suis pas ton enfant. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et définitifs. Ils ne concernaient pas seulement ce soir-là. Ils marquaient le rejet de chaque inquiétude silencieuse, de chaque question douce, de chaque responsabilité partagée, de chaque promesse tacite qui avait bâti ce foyer. Ils réduisaient 3 ans de vie commune à une simple cohabitation sans engagement. J'ai ressenti un déclic étrange et silencieux dans ma tête. Le bruit de l'anxiété, le bourdonnement d'un attachement désespéré, les parasites de la confusion, tout s'est simplement arrêté. Un vide parfait et silencieux s'est ouvert. Dans ce vide, il n'y avait que sa déclaration, propre et tranchante. Je l'ai regardée, vraiment regardée, non pas la femme que j'aimais, mais la personne provocatrice et distante qui se tenait devant moi, déjà à moitié sortie par une porte que je n'avais même pas remarquée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis même pas senti en colère vive. J'ai juste senti que c'était fini. J'ai hoché la tête une fois, un petit mouvement d'acceptation. Tu as raison, ai-je dit, ma voix si calme qu'elle m'a surpris moi-même. C'était le son de ce vide intérieur. Tu ne m'en dois pas. Une lueur de triomphe a traversé son visage. Elle pensait avoir gagné. J'ai croisé son regard et formulé le corollaire, la seule réponse logique à sa nouvelle règle. Et alors, moi non plus. Elle a cligné des yeux, son triomphe vacillant, remplacé par une lueur de confusion qui s'est rapidement durcie en un rictus. Elle pensait que j'étais boudeur, que je lançais une répartie enfantine. Elle n'y a pas perçu le caractère définitif. Peu importe, s'est-elle moquée en levant les yeux au ciel. Elle a ajusté sa robe, telle une reine congédiant un bouffon. Ne m'attends pas. Et sur ce, elle est partie. La porte s'est refermée avec un bruit sourd, ferme et définitif qui a résonné dans l'appartement vide. Silence. Pas le silence anxieux de l'attente, mais le silence profond et résonnant de la conclusion absolue. Je suis resté là pendant 5 bonnes minutes, me contentant de respirer ce silence. L'écho de ces mots, je ne te dois aucune explication, tournait en boucle, mais sonnait désormais moins comme une attaque et plus comme une instruction claire pour la suite. Une énergie froide et déterminée a commencé à parcourir mon corps. Le chagrin était là, un vaste océan sombre attendant de m'engloutir, mais pour l'instant je me tenais sur une banquise de lucidité pure. Je devais agir avant que le chagrin ne me submerge. Je suis allé dans la chambre que nous partagions. J'ai regardé le lit, les tables de nuit dépareillées, la sienne encombrée de produits de soins, la mienne avec un livre et une montre. La photo encadrée sur sa commode, prise lors d'un voyage en Bretagne 2 ans plus tôt, nos visages fouettés par le vent et heureux. Tout cela ressemblait à une exposition de musée. La vie d'un couple d'une autre époque. Je n'ai pas touché à ces affaires. Elles ne me concernaient plus. De l'étagère supérieure du placard, j'ai descendu ma vieille valise robuste et un ensemble de cartons de déménagement que nous avions gardés de notre dernier emménagement. J'ai commencé par mon placard. Vêtements, chaussures, ceintures. Méthodique, efficace, sans aucune hésitation. Chaque article plié ou placé avec l'esprit pratique de quelqu'un qui lève le camp. La valise s'est remplie de l'essentiel pour une semaine. Les cartons ont commencé à engloutir mes livres, mes disques vinyles, la petite boîte à outils que mon père m'avait donnée, le diplôme encadré, le mug en céramique ridicule que j'avais fabriqué dans un cours de poterie à l'université. Vers 1h du matin, mon téléphone a vibré. Un message de sa part. Le téléphone de Capucine est déchargé, elle charge au bar. Juste pour que tu n'appelles pas la police. Je m'amuse bien. Ne sois pas en colère. Je l'ai lu. L'ancien moi aurait ressenti un pincement et aurait répondu avec inquiétude. Le nouveau moi n'a vu qu'une notification lointaine. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela,
je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai changé son nom de contact de Solène Cœur Rouge en S puis j'ai ouvert l'application de la banque et j'ai transféré ma part du dernier virement de salaire sur mon compte d'épargne personnel. Séparément du compte commun qui s'amenuisait pour de futurs projets. L'engourdissement était un super pouvoir. Il m'a permis de me déplacer dans l'appartement comme un chirurgien, retirant les éléments vitaux de mon ancienne vie. J'ai pris ma console de jeu, mon ordinateur portable, mes écouteurs. J'ai laissé la télévision que nous avions achetée ensemble, le meuble chic, les coussins décoratifs dont elle faisait une obsession. J'ai emballé les bons couteaux que ma mère nous avait offerts, mais j'ai laissé les casseroles et les poêles. Je sélectionnais les éléments d'une nouvelle existence, je ne pillais pas l'ancienne. Dans le salon, j'ai fait une pause devant la bibliothèque. Nos livres étaient mélangés. Délicatement, j'ai retiré les miens, laissant des espaces vides sur les étagères comme des dents manquantes. Ces romans à la mode, ces guides de développement personnel et ces livres de photographie restaient seuls, ayant soudain l'air solitaire et abandonné. À 4 heures du matin, le travail physique était en grande partie terminé. Une pile de 4 cartons et ma valise étaient posées près de la porte d'entrée. L'appartement semblait vidé de ma présence de manière ciblée. Mes espaces étaient des vides. Ces espaces subsistaient, un sanctuaire dédié à une personne qui ne reviendrait pas à la vie qu'elle avait quittée. Je me suis assis au comptoir de la cuisine désormais nu, avec un bloc-notes. La page blanche me fixait en retour. Que restait-il à dire? Toutes les supplications, les accusations, les questions étaient invalides en vertu des nouvelles règles. Elle avait dicté les conditions. J'ai pris un stylo. J'ai écrit 5 mots, partis pour une durée indéterminée. Aucune explication nécessaire. Je ne l'ai pas signé. Cela ne nécessitait aucune signature. L'auteur de cette philosophie était clair. Je l'ai calé contre la coupe à fruits vide sur le comptoir, la seule chose au centre de cette large surface vide. Un monument minimaliste marquant la fin. À 6 heures du matin, alors qu'une aube grise se répandait dans le ciel parisien, la camionnette d'Antonin s'est garée en bas. Je lui avais envoyé un message 1 heure plus tôt, j'ai besoin d'un service. Pas de question. Il n'en a posé aucune. Il m'a aidé à charger les cartons et la valise à l'arrière, le visage sombre mais compréhensif. Il m'a tapé sur l'épaule pendant que je verrouillais la porte de l'appartement pour la dernière fois et que je glissais la clé dans la fente de la boîte aux lettres. « Ça va, mec ?» a-t-il demandé alors que nous démarrions. J'ai regardé par la fenêtre la ville encore endormie. « Ça ira » ai-je répondu, et pour la première fois j'y croyais. Le nouvel endroit était un studio meublé, plus petit, plus lumineux, dans un autre quartier. Ça sentait le linge propre et les possibilités. Antonin m'a aidé à transporter mes cartons à l'intérieur. Quand il est parti, le silence est revenu, mais celui-ci était à moi. Ce n'était pas le silence de l'absence, c'était le silence d'une page blanche. J'ai sorti mon téléphone. Avant que je ne puisse réfléchir, avant que la vieille douleur ne puisse refaire surface et suggérer que je devrais peut-être attendre, je suis allé dans mes contacts. J'ai sélectionné et j'ai appuyé sur bloquer le contact. Puis j'ai ouvert Instagram, Facebook, Spotify, chaque lien numérique partagé, et je les ai tous sectionnés. Un par un. Bloquer, supprimer, ne plus suivre. Une disparition numérique. À 8 heures du matin, j'étais un fantôme dans la machine de sa vie. L'homme qui veillait, qui s'inquiétait, qui préparait les repas, qui demandait des explications avait cessé d'exister. Tout ce qui restait dans cet ancien appartement, c'était les échos de ses propres mots, et un mot les lui renvoyant, froid et exact. Je me suis assis sur le sol de mon nouveau studio vide, le dos contre un carton de livres, et j'ai regardé le soleil couronner complètement les toits parisiens. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré. Le jeu qu'elle avait inventé était terminé. J'avais simplement choisi d'arrêter de jouer et j'avais quitté le terrain sans dire un mot. Le silence dans le studio était une chose vivante. Pendant les 2 premiers jours, ce fut un rugissement assourdissant. Je m'étais conditionné pendant 3 ans à guetter une clé dans une serrure, le carillon d'un texto, la cadence de ses pas. Maintenant, il n'y avait que le bourdonnement du mini-réfrigérateur et le bruit lointain de la ville, un bruit blanc qui ne signifiait rien. Je n'ai pas allumé la télévision. J'ai laissé le silence m'envahir jusqu'à ce qu'il cesse d'être une absence pour devenir une présence. La mienne. Je n'ai pas craqué. J'ai travaillé. J'ai déballé mes cartons, plaçant les livres sur l'unique étagère,
suspendant mes vêtements dans le placard étroit. La stérilité de l'espace meublé était un soulagement. Il n'y avait aucun souvenir dans les murs beiges, aucun fantôme dans la reproduction de paysages banals. C'était une chambre neutre, et j'étais le seul occupant, m'administrant mon propre remède. La première semaine fut une leçon sur les bouleversements tectoniques. L'instinct de lui envoyer par texto un message amusant, de lui demander ce qu'elle voulait pour le dîner, était un membre fantôme, douloureux et émettant des signaux inutiles. À chaque fois, je ressentais l'impulsion, je faisais une pause, puis je faisais délibérément quelque chose pour moi-même. J'allais courir jusqu'à ce que mes poumons me brûlent dans les rues du quartier. Je cuisinais un seul steak, le mangeant directement dans la poêle. Je relisais un chapitre d'un livre que j'aimais. Je rééduquais le système de récompense de mon cerveau, le divorçant de notre dépendance commune. Je m'attendais à un tsunami d'émotions, à de la rage, du désespoir, à un effondrement. Cela n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, il y avait un calme profond et troublant. Le chagrin était là, mais c'était une couche silencieuse sous le sol actif de ma nouvelle vie. J'ai réalisé que le pire du deuil s'était produit au cours des derniers mois, alors que j'étais encore à ses côtés, regardant la femme que j'aimais se transformer lentement en une étrangère. Le départ effectif n'était qu'une formalité. Mon téléphone, désormais un outil silencieux, racontait sa propre histoire. Le premier jour, il n'y a rien eu. Le vide que j'avais créé a tenu bon. Le soir du deuxième jour, mon écran s'est allumé avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Une notification de message vocal est apparue. Je l'ai supprimé sans l'écouter. Les règles étaient les règles. Le troisième jour, 2 appels du même numéro inconnu, suivis d'un SMS d'un autre. Numéro inconnu, 22h14, c'est Capucine. Solène panique complètement. Qu'est-ce que tu as fait? Appelle-la. J'ai fixé le message. Qu'est-ce que tu as fait? La formulation était parfaite. Dans leur récit, j'étais l'agent actif du chaos. Sa déclaration d'indépendance, sa soirée, ma dissolution silencieuse de notre vie. Ce n'étaient pas des liens de cause à effet. Mon action était un tremblement de terre non provoqué. J'ai ressenti une lueur, non pas de colère, mais de froide satisfaction. Le premier intermédiaire avait été déployé. J'ai bloqué le numéro. Les véritables contours de son effondrement me sont parvenus par fragments, un puzzle assemblé à partir de données éparses. Une semaine après mon départ, je me suis connecté à l'espace de stockage en ligne partagé que nous utilisions pour les factures, une tâche que j'avais toujours gérée. J'avais besoin d'une copie de notre ancien bail locatif. Le dernier fichier téléchargé n'était pas une facture. C'était une capture d'écran téléchargée depuis son téléphone 4 jours plus tôt. Il s'agissait d'une conversation par texto avec quelqu'un enregistré sous le nom de Jérémy. Jérémy, 12h03, la nuit dernière a été mouvementée, lol ça va. Solène, 12h15, ça ne va pas. Mon copain a déménagé. Il a tout pris. Jérémy, 12h17, mince, c'est dur. Désolé pour ça. Solène, 12h20, est-ce que je peux te voir ce soir? J'ai vraiment besoin de ne pas être seul. Jérémy, 12h45, semaine chargée, sérieux. Débordé. Peut-être la semaine prochaine? L'échange datait du lendemain de sa sortie nocturne. Donc Jérémy était probablement la destination. Et maintenant, avec le drame devenu réel et désordonné au lieu d'être excitant et secret, il était débordé. J'ai téléchargé la copie du bail et je me suis déconnecté de l'espace de stockage en ligne pour toujours, tel un archéologue silencieux refermant le tombeau de mon propre passé. Le point de données suivant est venu d'Antonin, qui avait un vague ami commun avec le cercle de Solène. J'ai croisé Émile à la station-service, a dit Antonin devant un café, la voix prudente. Il a dit que Solène raconte aux gens que tu as eu une crise et que tu as vidé l'appartement au milieu de la nuit et disparu parce que tu étais jaloux de ses collègues. Elle joue à fond la carte de la victime. J'ai siroté mon café. Laisse-la faire. Il a aussi dit que ce type qu'elle fréquentait, un aspirant DJ ou promoteur ou quelque chose du genre, Tristan. Il a déjà laissé tomber. Apparemment, il a la réputation de s'intéresser aux femmes en couple pour le sport. Une fois qu'elles sont célibataires, il se désintéresse. Émile a dit qu'il a vu Tristan dans un bar en train de discuter avec quelqu'un d'autre le week-end dernier, pendant que Solène était là avec Capucine, ayant l'air perdu.
J'ai hoché la tête. C'était une confirmation clinique. Le gars cool était exactement tel qu'annoncé, une coquille vide en quête de validation. Sa grande quête de liberté l'avait conduite directement vers un homme dont la personnalité entière était une stratégie de sortie. La justice poétique était presque trop évidente. Elle n'arrête pas de demander à tout le monde s'ils ont eu de tes nouvelles, a ajouté Antonin, en m'observant. Si tu vas bien. Elle a l'air déséquilibrée. Pas triste, en colère. Comme si tu lui avais volé quelque chose. C'est le cas, ai-je dit d'une voix neutre. J'ai volé son public. Son explication. Sa chance d'être la personne magnanime qui avait tout compris. Elle voulait un drame où elle était la star. Je lui ai offert une histoire de fantôme. Antonin a secoué la tête, un lent sourire s'étirant sur ses lèvres. Tes yeux sont froids, mon frère. C'est presque terrifiant. Ce n'est pas froid, les jeux corrigés doucement. C'est paisible. Les tentatives ont évolué, comme je savais qu'elles le feraient, suivant le chemin prévisible de la confusion à la négociation jusqu'à la fureur révélant sa vraie nature. Phase 1, la manœuvre bureaucratique. 3 semaines après ma disparition, ma messagerie électronique, que je n'avais pas bloquée, a sonné avec un message de sa part. Objet, question pratique, de Solène. Nous devons parler du bail locatif de l'appartement. Tu es légalement tenu de payer ta moitié du loyer jusqu'à ce que nous le résilions officiellement. J'ai aussi besoin que tu t'organises pour retirer tes affaires restantes. Je ne peux pas vivre comme ça. S'il te plaît. Sois un adulte et contacte-moi pour régler ces questions. J'attends une réponse. C'était parfaitement formulé. La partie lésée, obligée de traiter avec l'enfant irresponsable. Le ton était d'une efficacité tranchante, essayant de m'attirer sur le champ de bataille familier des responsabilités partagées, où elle pourrait regagner l'avantage. Elle parlait le langage de l'ancien monde, ne comprenant pas qu'il avait été effacé. J'ai rédigé une réponse, non pas à son message, mais à la société de gestion locative, en la mettant en copie. J'avais fait des recherches à ce sujet lors de ma première semaine de silence. Acquis de droit, veuillez noter qu'à compter de la date de mon départ, j'ai libéré les locaux à mon ancienne adresse. Mon ex-compagne, Solène, y réside toujours. Par la présente, je renonce formellement à toute réclamation et responsabilité en vertu du bail locatif. Avec effet immédiat. Toute communication ultérieure concernant cette propriété doit être adressée à Solène. Veuillez trouver ci-joint une copie de ma pièce d'identité officielle et une lettre de renonciation signée. Cordialement. Je l'ai envoyée. 1 minute plus tard, son adresse électronique a fait irruption dans ma boîte de réception avec une rafale de répondre à tous les destinataires, désespérés d'annuler cela. N'acceptez pas cela. Ce n'est pas convenu. Nous devons en discuter. Le vernis professionnel s'était fissuré en moins de 60 secondes. J'ai configuré un filtre pour envoyer tous les messages de son adresse directement dans un dossier étiqueté archive. Je ne l'ai jamais ouvert. Phase 2, l'embuscade émotionnelle. Au bout d'un mois, le message vocal est arrivé. Elle avait dû emprunter le téléphone d'un inconnu ou acheter un téléphone jetable. Le numéro n'était pas bloqué. Sa voix était épaisse, saccadée, une performance de verre brisé. Salut, c'est moi. S'il te plaît, écoute. Je suis à l'appartement et c'est tellement vide. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas d'entendre la porte et ce n'est jamais toi. Ce que tu as fait, c'était tellement cruel, tellement définitif. Je ne le pensais pas. D'accord? Ce que j'ai dit, j'étais stressé, j'étais ivre, j'étais une idiote. C'était une erreur. Tu étais mon tout, ma vraie vie. S'il te plaît. J'ai juste besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin que tu me dises pourquoi. Pourquoi as-tu fait ça à nous? À moi? Après tout ce qu'il y a eu? Donne-moi juste une explication. Une explication. S'il te plaît. L'hypocrisie était une œuvre d'art sublime. J'ai besoin d'une explication. La denrée même qu'elle avait déclarée obsolète. Sa voix s'est brisée sur un sanglot à la fin. L'ancien moi aurait senti son cœur se déchirer. Le nouveau moi écoutait avec l'analyse détachée d'un linguiste. Le sous-entendu était clair. Ma nouvelle source de validation avait disparu et l'ancienne ne répondait pas. C'était gênant et douloureux.
Restaurer mon approvisionnement. J'ai sauvegardé le message vocal. Pas par sentimentalisme, mais comme un point de repère, un cliché avant-après de son désespoir. Ensuite, je l'ai supprimé et j'ai bloqué le nouveau numéro. Phase 3, l'attaque des intermédiaires. 2 jours après le message vocal, mon téléphone a sonné avec un numéro local. J'ai répondu par habitude. Enfin, une voix de femme perçante a résonné. C'est Capucine. As-tu une idée de ce que tu as fait? Tu l'as complètement détruite. Bonjour, Capucine, ai-je dit d'une voix neutre. Ne me dis pas bonjour. Elle est une épave. Elle ne peut plus travailler, elle pleure constamment. Tu l'as ignorée comme un lâche pour une stupide dispute. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les vrais hommes discutent pour régler les problèmes. J'ai attendu un instant, laissant sa fureur résonner dans le vide. Elle a établi les règles de la relation, ai-je dit, mon ton conversationnel comme si j'expliquais un simple problème de mathématiques. Je les ai suivis. La discussion est close. Il y a eu un silence bafouillant à l'autre bout du fil. Quelle règle? De quoi parles-tu? Si je veux passer la nuit dehors, je ne te dois aucune explication, ai-je cité mot pour mot. Elle a été très claire. J'ai appliqué le principe universellement. Cela semble juste. C'est de la folie. Tu déformes ces mots pour justifier de l'avoir abandonné. Je ne justifie rien, ai-je dit, le calme de ma voix étant maintenant une arme. J'énonce un fait. Elle a rédigé la politique. Je l'ai mise en œuvre. Le résultat est son problème à gérer, pas le mien. S'il vous plaît, ne me contactez plus. J'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué ce numéro aussi. La forteresse de ma paix était de nouveau silencieuse. Phase 4, la confrontation publique. L'embuscade s'est produite 8 semaines après mon départ. Je quittais la salle de sport un samedi matin, humide de sueur et agréablement vidé, mes écouteurs dans les oreilles. Une silhouette s'est placée directement sur mon chemin. J'ai levé les yeux. C'était Solène, mais une version diminuée et effilochée. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon en désordre. Son fard à paupières était étalé comme par de vieilles larmes. Elle portait un legging et un sweatshirt trop grand qui appartenait peut-être à quelqu'un d'autre. J'ai retiré un écouteur. Pardon, ai-je dit, faisant mine de la contourner. Tu m'as quitté. Les mots étaient une accusation brute lancée contre moi sous le soleil éclatant du parking. Tu as tout quitté. Quoi? Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Il n'y avait pas d'amour ici, pas de tendres souvenirs. Juste la personne qui était l'auteur de ma douleur se tenant maintenant devant moi et en exigeant la facture. Je ne t'ai pas quitté, ai-je dit d'une voix égale. J'ai exercé une clause de notre contrat informel. La clause aucune explication nécessaire. C'est toi qui l'as rédigée. Son visage s'est contorsionné, la confusion et la rage se livrent en bataille. Ce n'est pas juste. C'était sur le coup. Tu sors ça de son contexte pour me punir. Aucune punition. J'ai secoué lentement la tête. Juste un précédent. Tu l'as dit. Je l'ai honoré. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. J'ai fait un mouvement pour m'éloigner. Sa main a jailli, s'agrippant à mon avant-bras. Son toucher ressemblait à un choc statique, désagréable et étranger. Attends, tu ne peux pas juste nous devons parler. De la caution. De nous. J'ai baissé les yeux vers sa main jusqu'à ce qu'elle la relâche. J'ai croisé son regard et dans le mien elle a dû voir le vide absolu, l'absence émotionnelle complète là où elle résidait autrefois. Il n'y a pas de nous, ai-je déclaré, comme un simple bulletin météo. Il y a toi et il y a moi. La connexion à laquelle tu fais référence a été résiliée par toi. La paperasse a juste pris une nuit pour être traitée. Son désespoir s'est finalement figé en la colère révélatrice de sa vraie nature que je savais tapie en dessous. Le masque de victime a glissé, révélant l'architecte de son propre désastre. Ses yeux se sont plissés. Ses lèvres se sont rétractées sur ses dents. Tu es un salaud sans cœur, a-t-elle sifflé, le venin pur et non dilué. Je te déteste. J'espère que tu seras seul pour toujours. Un petit sourire, presque imperceptible, a effleuré mes lèvres. Non de bonheur, mais de reconnaissance. Voici qu'apparaissait la vérité sans phare,
l'égoïsme profond qui avait motivé l'acte final. Le scénario était complet. C'est noté, ai-je dit doucement. J'ai remis mon écouteur, j'ai monté le volume de la musique et j'ai marché vers ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière dans le rétroviseur. Le reflet droit devant était tout ce qui comptait. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire ces derniers jours. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette force tranquille qu'on trouve en posant clairement ses limites. Je crois que s'aimer suffisamment pour choisir sa paix est un véritable acte de courage. Vous méritez des relations où votre présence est valorisée et non simplement tolérée. Prendre la responsabilité de son bien-être, même quand c'est douloureux, reste essentiel. La guérison véritable commence souvent dans le silence et le respect de soi. Soyez bienveillant envers vous-même pendant ce cheminement, vous le méritez amplement. J'espère que vous arriverez à prioriser votre sérénité au quotidien. Choisir sa tranquillité plutôt que le chaos est une forme de sagesse profonde. N'oubliez jamais que votre dignité et votre paix intérieure valent toutes les batailles. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.